Bon, prendre un coup de... Bonjour à tous et à toutes. On commence comme ça. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on a donc la grande chance, l'extrême honneur de recevoir par ailleurs Gérard Courant, ça commence bien, je suis un peu fatiguée, Gérard Courant, donc, qui vient spécialement à Dijon pour cette séance de 3 heures, donc 14h, 17h. Pour voir donc non seulement ces films, mais évidemment entendre aussi un certain nombre de commentaires autour, bien sûr, de son travail. Voilà, donc c'est une séance exceptionnelle. Vous allez voir donc de manière très importante des films dans leur entièreté, des films aussi en extrait. Et voilà, donc moi je vous fais une petite entrée en matière et puis je passerai la parole à Gérard, puis enfin à Estelle. Et évidemment, l'idée c'est qu'on puisse terminer, entre guillemets, avec des échanges dans la salle aussi, des questions, voilà. Donc je commencerai par une petite phrase. Le cinéma, c'est la vérité 24 fois par seconde, dira Godard. Une phrase qui s'adapte, me semble-t-il, assez bien à la démarche filmique de Gérard, donc assez attentif aux instants qui révèlent. Je pense que ça, c'est une notion intéressante pour vous. Gérard Courant fait sans doute partie, en fait, de ce que je nommerais les génies de la description visuelle au cinéma. Alors bien sûr, il est héritier d'un grand nombre d'auteurs, on va dire d'auteurs de cinéma, de créateurs du cinéma. Lui se situe sans doute à l'intersection, à l'une des intersections entre le document filmé et le cinéma expérimental. Et à ce titre, il est dans une continuité de l'avant-garde cinématographique, dans la suite d'un grand nombre de recherches plastiques, de recherches techniques, notamment sur le portrait. On pourrait prendre par exemple Man Ray, de la description filmique de paysages, c'est André Sauvage par exemple, de la quête de l'autoportrait, Maya Deren entre autres, ou encore le journal filmé, tel que Jonas Mekas par exemple pouvait aussi l'envisager. Mais évidemment, Courant n'est pas la copie de toutes ces personnalités, loin s'en faut. C'est une figure qui est exceptionnelle dans sa création, évidemment. Alors, Courant commence son œuvre dans les années 70, il nous en reparlera un peu plus longuement, après avoir été étudiant en droit, ici même, et porteur surtout pour le cinéma, d'un ciné-club, un des ciné-clubs universitaires très importants de l'université de Dijon. Il me disait encore tout à l'heure qu'à l'époque, c'était l'université de Bourgogne qui sollicitait les étudiants pour monter des ciné-clubs. Donc voilà. Et on va dire cette expérience restera l'une des expériences dominantes justement sur la question cinématographique dans cette université. Donc on peut dire que à côté de la programmation, à côté de la critique de films, c'est un des créateurs de cinéma les plus prolifiques en tout cas du XXe siècle et du début XXIe siècle. C'est un homme orchestre aussi, Gérard Courant, qui unit l'art à la vie, me semble-t-il, en construisant en fait année après année une œuvre filmique qui est toujours en progression, en constante progression. Et Courant procède par accumulation. Il édifie en fait une sorte de monument filmé par strates. Hein. Donc c'est un peu le principe de base au fond du cinématon, dont vous verrez quelques exemples. L'une des inventions majeures du XXe siècle, en tout cas selon Dominique Noguès, une des figures critiques et historiques du cinéma expérimental, avec donc cet ensemble cinématon qui reste le film sans doute le plus long jamais produit, et notamment jamais produit à partir de supports légers, donc à savoir le 16 mm, le Super 8 et bien sûr la Mini DV, donc dans les temps les plus récents.
Donc c'est à peu près 187 heures de film, c'est ça, un peu plus maintenant Et 56 minutes. Et 56 minutes, voilà. Donc débuté en 1978 et donc qui est toujours en cours de tournage jusqu'à aujourd'hui. Alors je le cite, le cinématon, pour le définir, serait une série cinématographique de portraits filmés montrant une personnalité des arts, de la culture, du spectacle, en un seul gros plan fixe, muet, de 3 minutes et demie, dans lesquels elle est libre de faire ce qu'elle veut. Donc on le sait, un grand nombre de personnalités seront saisies par la caméra de Gérard, donc à peu près 2800 célébrités artistiques, parmi lesquelles beaucoup de cinéastes, Godard, Wenders, Terry Gilliam, etc., etc. Donc je ne refais pas ce que Estelle expliquera sans doute plus avant. Ce qui est important de noter, c'est que Gérard explore au fond le glissement, me semble-t-il, vers l'intimité qui s'est fait jour au fond depuis le début de la photographie et du cinéma jusqu'à aujourd'hui. Comme vous le savez, on photographiait et filmait les moments forts du temps social au départ, hein, les mariages, les enterrements, les grandes scènes, etc. Et par la suite, on photographiera et on filmera les individus plutôt du quotidien, dans leur quotidien, dans leur banalité aussi, dans leur intimité. Donc si Gérard Courant reprend au fond, notamment pour les cinématons, le cadre des vues lumière, une seule prise, la fixité du cadre, la vue relativement courte, c'est pour le mettre au service, donc vous l'avez compris, non plus des scènes officielles ou des scènes de rue, mais bien pour l'offrir à une nouvelle scansion temporelle, plus erratique, plus existentielle aussi. Derrière la pratique du cinématon, on trouve le journal intime visuel vers un mode, et plutôt dans un mode un peu inversé. Au fond, derrière le cinématon d'une personnalité, en positif, se cache sans doute en réalité le cinématon de Courant en négatif. En tout cas, on pourrait l'envisager comme ça. Donc, outre, et je terminerai là-dessus, outre les tentatives longues et magistrales des cinématons, Courant va réaliser évidemment plus de 600 heures de film, c'est ça, Gérard? Un peu plus maintenant. Parmi lesquels on trouve donc non seulement des courts-métrages, mais encore évidemment des longs-métrages qui travaillent plusieurs types de techniques qui sont aussi tout à fait innovantes. Les compressions, donc je laisserai Gérard parler de cet élément de compression, des techniques qui relèvent du refilmage, de la répétition, le tout composant une œuvre magistrale d'une grande beauté plastique, vous le verrez par vous-même, hein, je vous laisse le découvrir, tout à la fois contemplative, minimaliste, épurée, qui convoque, me semble-t-il, la question du temps et la question surtout de la mémoire, qui est une des approches très intéressantes du cinéma de Gérard Courant. Donc on comprend combien ce cinéma, qui est essentiel pour l'histoire des formes plastiques, les formes visuelles, mais qui est aussi essentiel évidemment dans le même temps pour l'histoire du cinéma de manière générale, prolonge et complète la visée moderne en peinture et en art visuel. Voilà. Je terminerai là-dessus et je j'ai plus rien à dire là, tout est dit là. Non, il y a encore plein de choses à dire. Oula. Oui, je ne sais pas si le micro... il fonctionne à moitié. Est-ce que sans micro, là, ça marche ou est-ce que vous entendez? Est-ce que vous m'entendez au fond? Oui. Comme le disait Isabelle Marinon, je suis passé par cet espace, je connais cet amphi. Et donc, tu as parlé du ciné-club universitaire. On projetait dans la salle Méliès au CRDP, qui à l'époque était équipé en 16 mm et en 35 mm. Donc on pouvait voir les films dans des conditions absolument parfaites. Bon, depuis, ils ont cassé tout ce qui était projecteur. Je crois qu'on peut projeter plus qu'en vidéo maintenant. Mais sachez que pendant des années, dans ce lieu, là, pas très loin d'ici, on a pu projeter beaucoup de films, des classiques du cinéma, mais aussi des films d'avant-garde. Et aussi des metteurs en scène sont venus présenter leurs films. Et quand on avait créé ce ciné-club
qui existait avant, mais qui s'était arrêté. Nous, on nous avait contactés en 1975. C'était l'année, d'ailleurs, où je quittais Dijon pour m'installer à Paris. Donc, je me suis mis à faire des allers-retours, pas quotidiens, mais des fois, 3 fois par semaine, entre Dijon et Paris. Et donc, il y a des metteurs en scène qui sont venus. Je me souviens, par exemple, Luc Moulet est venu présenter notamment un film qui s'appelait Anatomie d'un rapport. Il y avait eu aussi Marcel Hanoun qui était venu présenter 2 de ses longs métrages dans une soirée. Et il y avait aussi des critiques de cinéma qui venaient. Dominique Noguez était venu présenter un film d'un grand cinéaste allemand qui est mort il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Werner Schröter. Voilà, donc... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était quand on avait repris ce ciné-club qui s'était arrêté, qui était tombé en désuétude, où il y avait presque plus de spectateurs. Donc on avait décidé de faire une programmation très pointue. Bon, on passait un certain nombre de grands classiques du cinéma, des films de Dreyer, d'Eisenstein, de Godard, mais on s'était vraiment axé sur le cinéma d'avant-garde, sous toutes ses formes. Et quand on en avait parlé avec l'université, qui nous avait donné le feu vert, ils nous avaient dit, oh là là, vous vous rendez compte, avec Buñuel, avec Bergman, avec Antonioni, il n'y a presque personne pour voir les films, alors là, avec vous, il y aura encore moins de monde. Et non, il y a eu énormément de monde, on tournait à peu près à 100 spectateurs, 100 étudiants en moyenne. Il n'y avait pas que des étudiants qui venaient, hein, je crois qu'il y avait des Dijonnais qui n'étaient pas étudiants, qui venaient aux projections. Et ça avait beaucoup surpris l'université qui ne s'attendait pas du tout à ce succès. Mais en fait, on avait montré des films qu'il était absolument impossible de voir à Dijon dans les salles commerciales ou d'art et d'essai, et même des films qu'on pouvait voir nulle part dans des salles, qu'on pouvait voir quelquefois dans des festivals. Notamment, il y avait le festival de Toulon, qui est après devenu le festival de Hyères, qui était le plus grand festival de jeunes cinéma au monde, et donc où il y a eu pendant une quinzaine d'années toutes les avant-gardes cinématographiques du monde entier qui sont venus présenter leurs films. Et nous, on reprenait un certain nombre de ces films, notamment un certain nombre de films qui avaient été primés à Toulon, qui étaient montrés ici. Évidemment, c'était des films qui n'étaient jamais passés à Dijon ou dans la région. Même à Paris, c'était des films qui n'étaient pas sortis en salle. C'était des films qu'on pouvait voir dans des musées ou à la cinémathèque. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse pour faire le lien entre la fac et moi, quoi. Voilà. Donc, alors, Isabelle a très bien, enfin trop bien, parce que il y a beaucoup de choses, il ne faut pas la croire, je ne suis pas un génie, ne croyez pas les génies, ça n'existe pas. Dans le milieu artistique, si vous voulez, dans quelques domaines que ce soit, je crois qu'il faut être très persévérant, c'est-à-dire que quand on commence, on se dit ça c'est formidable, les métiers artistiques, c'est la belle vie, c'est vraiment c'est 100 fois mieux que la vie normale où les gens vont dans des bureaux. Mais non, mais dans les métiers artistiques, il faut aussi beaucoup travailler. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire 2-3 petites choses comme ça et puis de les montrer, et ça ne s'arrête pas là. Donc il faut être très persévérant. Et donc je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup travailler. J'avais fait ce métier en me disant peut-être que j'aurais beaucoup de temps de libre, que je pourrais voyager beaucoup. Avant de faire des films, je voyageais beaucoup à travers le monde. Et petit à petit, je me suis aperçu que j'avais de moins en moins de temps et que quand on est dans son domaine artistique, quand on crée dans son domaine, on est complètement pris dedans. Et donc on est tout le temps en train de créer, de promouvoir ses films, de les montrer, quand on est cinéaste, de chercher de l'argent, essayer de trouver des salles pour les montrer, des festivals, etc., etc. On est pris dans une sorte de maelstrom, et donc c'est une sorte de vie un peu, c'est une sorte de vie parallèle. Je dirais, on n'est plus des êtres humains normaux. Voilà. Donc c'est souvent on parle d'artistes en disant oui, il est complètement fou, tout ça, mais je pense que tout artiste est fou. Alors, il y en a qui sont plus fous que d'autres. Van Gogh était très fou, mais ça a donné une œuvre fabuleuse. Il y a des artistes qui sont beaucoup moins fous, mais il y a une part de folie. Et je pense que si on n'a pas cette part de folie, je pense que c'est assez difficile de percer dans un domaine artistique, quel qu'il soit. Voilà. Donc je suis un peu fou. Donc je ne suis pas un génie, je suis plus un peu fou. Voilà. Quand j'étais à la fac à Dijon, c'était une époque où, si on voulait faire des films, tout se passait à Paris. C'est-à-dire que tout était à Paris, c'est-à-dire que, à l'époque, il n'y avait pas la vidéo, c'était la pellicule, les laboratoires étaient à Paris, tous les organismes étaient à Paris. C'était presque impossible de faire des films si on n'était pas à Paris.
Il y avait quelques exemples, mais extrêmement rares, de cinéastes qui ont réussi à faire des films en province. Tout était centralisé à Paris. Donc si on voulait faire des films, il fallait aller à Paris. Donc c'est ce que j'ai fait en 1975. Je suis allé à Paris et voilà, les choses ont pu commencer. Par contre, aujourd'hui, avec les techniques légères, avec le numérique, avec les logiciels de montage, n'importe qui peut faire des films n'importe où, dans le fin fond d'une province, dans le fin fond d'un pays, même le plus reculé du monde. On peut faire une œuvre forte. Maintenant, tout est possible n'importe où. Moi, j'ai des amis qui font des films dans des pays les plus éloignés du monde, qui sont dans des pays dont... si je vous disais le nom, ça ne vous dira rien. Il y a comme ça des personnes qui sont dans leur trou, c'est pas péjoratif ce que je dis, et qui créent une œuvre. Donc voilà, on peut n'importe où maintenant faire des films. Mais quand j'ai commencé, c'était pas possible. Il fallait passer par Paris. Et donc, il fallait aller à Paris. Et je me souviens que j'avais des amis étudiants et qui étaient un peu dans le même schéma que moi, qui disaient « Ouais, mais je voudrais peut-être faire des films ». Et ils disaient il faut aller à Paris. Et la plupart n'osaient pas de franchir le pas. Et bon, ils restaient. Bon, après, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Et ils menaient après une vie normale. Bon. Et donc, dès que je suis arrivé à Paris, je me suis mis tout de suite à faire des films parce que j'ai rencontré les gens qu'il fallait. C'est-à-dire qu'il se passait des choses de partout. Il y avait des projections du cinéma d'avant-garde dans beaucoup de lieux. Il y avait beaucoup de lieux consacrés au cinéma d'avant-garde ou qui projetaient pratiquement tous les soirs. J'avais des projections et à chaque fois, je rencontrais les réalisateurs. À chaque fois, je rencontrais d'autres réalisateurs qui venaient voir les films de leurs amis ou qui venaient voir les films des autres. Et donc, en quelques mois, j'ai pu rencontrer des quantités. J'ai pu rencontrer tout le Gotha du cinéma d'avant-garde à Paris. Et Paris, c'est quand même une capitale du cinéma, c'est la grande capitale du cinéma avec Los Angeles. Il y a deux capitales au monde aujourd'hui, c'est Paris et Los Angeles. À Paris, aujourd'hui, il y a énormément de cinéastes du monde entier qui habitent à Paris, des cinéastes américains, latino-américains, asiatiques, il y en a énormément qui habitent à Paris. Pas seulement il y a aussi des acteurs. Enfin, donc c'est un centre où il se passe beaucoup de choses. Voilà. Et donc j'ai commencé à faire des films et j'ai commencé à les faire de façon complètement indépendante. Je n'avais pas d'argent et donc je me suis dit, au lieu d'attendre de trouver de l'argent, au lieu d'attendre d'avoir des subventions que je ne vais peut-être pas avoir, j'ai commencé à tourner moi-même. Je me suis acheté une caméra 16 mm et j'ai commencé à faire des films qui coûtaient 3 fois rien, en 16 mm, puis très vite en Super 8. Et puis il y avait des lieux pour les montrer, il y avait des festivals de cinéma en France même à l'étranger. Il y avait par exemple des organismes un peu underground, comme le collectif Jeune Cinéma, qui faisait des projections chaque semaine. C'était à la MJC Saint-Michel, par exemple. Il y avait des projections. Alors, il n'y avait pas grand monde, mais pratiquement peut-être la moitié des personnes qui étaient dans la salle, c'était des réalisateurs aussi. Donc c'était l'occasion de rencontrer beaucoup de monde, d'échanger. Et puis on échange des projets, on se rencontre, on fait des films ensemble. Et voilà, et les choses vont très très vite. Et au début de l'année 1978, c'est là que je me suis lancé dans ma série qui s'appelle Les Cinématons, qui est un travail que je continue aujourd'hui encore, et qui consiste à filmer des personnalités du milieu artistique, mais qui sont toutes filmées selon les mêmes règles. C'est-à-dire les règles, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, c'est un plan séquence de 3 minutes et demie en cinéma muet, en une seule prise, et dans lequel la personne qui est filmée est libre de faire ce qu'elle veut. On va en voir 5 cinématons sur les 2819 qui existent, donc ce sera vraiment un petit échantillon. Voilà. Mais très très vite, par exemple, j'ai fait aussi des longs métrages, et mon premier long métrage, il a un titre très long, il s'appelle « Urgent ou à quoi bon exécuter des projets », puisque le projet est en lui-même une jouissance suffisante. Et une grande partie de ce film, ce sont des sortes de rushs que j'ai achetés au puce de Clignancourt, des choses qui étaient jetées à la poubelle, qui étaient des boîtes de films, ou des boîtes de films d'actualité que j'ai achetées pour rien. Donc, avec ces images-là qui étaient filmées par d'autres, je me suis mis à les monter, à peindre la pellicule, à trouer la pellicule, à mettre la pellicule dans des bains d'acide pour modifier les couleurs. Je me suis amusé comme un artiste plasticien. J'ai travaillé cette pellicule comme de la matière, et j'en ai fait un long métrage qui a été présenté dans plusieurs festivals, mais notamment au Festival du Jeune Cinéma à Belfort. Il a eu le prix spécial du jury. Il a été présenté au Festival de Cannes. Il a été dans une section annexe qui n'existe plus depuis très longtemps, qui s'appelait Ciné Off.
Voilà, donc il y avait des circuits parallèles où on pouvait montrer ces films. Et donc très vite, j'ai continué à faire d'autres films. De temps en temps, j'ai pu trouver des budgets, avoir un peu d'argent, quelquefois du CNC, pour avoir un peu plus d'argent pour faire certains films. Mais très souvent, par exemple, disons les cinématons, par exemple, je les ai produits moi-même, je les ai autoproduits. Et puis, j'ai toujours aussi fait ce que j'appelle des carnets filmés. Si vous voulez, c'est une sorte de journal filmé que je fais depuis mes débuts au cinéma. On va en montrer un extrait de ces carnets filmés, la dernière partie qui s'appelle le Ciné-Club universitaire de Dijon. Donc c'est un carnet filmé de 1976. Donc vous allez voir vous allez être surpris. Et donc ces carnets filmés, ce sont un peu comme des carnets de notes que je tiens comme ça depuis que je fais du cinéma. Mais c'est monté, c'est très travaillé, c'est sonore, et ce sont des épisodes qui peuvent durer entre une demi-heure et 2 heures. Et l'ensemble des carnets filmés est encore plus long que les cinématons parce que à ce jour, il y a à peu près, je crois, il doit y avoir 225 ou 227 épisodes qui sont finis, terminés, et ça doit représenter 273 heures de film aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'épisodes qui ne sont pas encore montés. Alors ça, c'est contrairement aux cinématons. Les cinématons, ils sont numérotés un par un. Donc là, les cinématons, ils sont toujours faits à mesure. Donc il n'y a pas de cinématons qui sont pas finis. Tous les cinématons, depuis le début, il y a un générique. Vous allez voir, il y a un générique. Et après, chaque cinématon est numéroté. Il fait partie de la collection. Bon, là, on sait le nombre de cinématons. Les carnets filmés, excusez-moi, il y a des parties qui n'ont pas encore été montées, mais qui sont montées petit à petit. Et donc, j'ai l'occasion de voyager beaucoup pour montrer mes films, un peu dans toutes sortes d'endroits dans le monde. Et je continue mes carnets filmés. Donc, j'ai filmé un peu dans le monde entier, aux États-Unis, en Asie, en Amérique latine. Et donc, à chaque fois, c'est l'occasion je montre ce que j'ai vu, ou les personnes que j'ai rencontrées. Et dans mes carnets filmés aussi, il y a des personnes qui reviennent beaucoup, des amis cinéastes comme Luc Moulet, comme Philippe Garrel, comme Werner Schroeter, par exemple, qui sont très présents dans mes carnets filmés. J'ai filmé aussi beaucoup de rencontres avec eux. Tout ça, c'est un matériel qui existe. Un certain nombre, vous pouvez les voir d'ailleurs sur YouTube. Il y a, par exemple, l'intégrale des cinématons, vous pouvez la voir sur YouTube, et de beaucoup de mes films, mes courts-métrages, mes longs-métrages, vous pouvez les voir aussi sur YouTube. Donc si vous avez envie de découvrir d'autres choses que je vous montre ce soir, sur le voilà. site. C'est sur YouTube. Alors, je pense qu'on va commencer à projeter les films. Donc, on va projeter à peu près un peu plus d'1 heure et demie. 1 heure et demie de film. On va présenter 5 cinématons, plus quelques courts-métrages et des extraits de longs-métrages. Il y a à peu près une douzaine de films, dont plus 5 cinématons. Le film qui s'appelle « Sortie du port de Marseille en direction des îles du Frioul », en fait, c'est très spécial comme projet parce que c'est une association de Marseille, qui à l'époque s'appelait Labo d'Images, et qui demandait à des cinéastes de faire un film de 3 minutes. Ils nous fournissaient la pellicule 16 mm, donc aujourd'hui, là c'était en 2007, mais même en 2007, tourner en 16 mm, c'est devenu assez rare. Et donc ils fournissaient la pellicule et l'association développait elle-même le film, ce qui est quand même pratiquement très très rare, parce que normalement il faut des labos spécialisés. Et donc, j'ai trouvé le principe très intéressant, et donc au lieu de faire, je ne sais pas, tout un tournage avec plein de plans, comme on n'avait qu'une journée, je leur ai proposé de faire un plan séquence en fait. Et en plus, ils avaient un très bon caméraman qui faisait partie de l'association, qui s'appelle Vincent Arnaud, et donc c'est lui qui tient la caméra et qui est l'opérateur du film. Et parallèlement, j'ai filmé tout ce tournage, j'ai fait un épisode entier de mes carnets filmés qui s'appelle « Voyage dans les îles du Frioul », qui est tourné en vidéo, couleur, et c'est un épisode qui dure 45 minutes. Donc le film lui-même dure 3 minutes, mais si vous voulez, une sorte de making-of dure 15 fois plus. Il y avait aussi... alors pour Montreuil, mon œil... voilà. Redonne le contexte. Oui, parce qu'il y a un contexte très particulier. Alors c'était le petit-fils de Armand Gatti,
qui s'appelle Gatti. Oui, son prénom. Mais alors son prénom, j'ai oublié son prénom. Bon, c'est pas ça le plus important. C'est un cinéaste quand même. Hein, il est cinéaste, voilà. Et donc à Montreuil, vraiment dans plein centre de Montreuil, il y avait une clinique qui était désaffectée, mais qui était une clinique assez récente. Hein. On voit il y a des documents photographiques, donc qui étaient transformés. Les gens s'étaient installés là-dedans, il y a des gens qui y vivaient. C'était un squat. C'était une sorte de squat, mais il se passait il y avait des concerts, il se passait plein de choses, et c'était en plein centre. Et un jour, la municipalité a décidé de vider les lieux, donc ils ont vidé tout le monde, il y a eu des manifestations, plusieurs manifestations, et un jour, à la fin d'une manifestation, ils ont utilisé, la police a utilisé un flashball. Et ça a atteint, je crois que c'est Joachim Gatti, ça a atteint Joachim Gatti qui a perdu un œil. Voilà. Et donc il y a eu toutes sortes de manifestations. Donc là, alors suite à ça, donc Nicole Brenez, qui est historienne du cinéma et enseignante, a demandé à des cinéastes qu'elle connaissait, enfin vraiment au sens large, parce qu'elle a contacté beaucoup de personnes, de faire un film, pour relater ce fait. Et donc, je crois qu'il y a eu une trentaine de films qui ont été réalisés. Donc, il y avait des cinéastes connus, d'autres pas, et notamment dans les cinéastes un peu plus connus, il y avait Philippe Garrel et Jean-Marie Straub. Et en même temps, on avait carte blanche sur la durée du film. Il y a des personnes qui sont allées jusqu'à une dizaine de minutes, je sais. Et tous les films ont été montrés. Il y a eu dans les mois qui ont suivi. Voilà. Et donc, le film que j'ai fait, c'est une commande. Comme le film sur Marseille, c'était une commande. Donc souvent, les commandes donnent l'occasion de faire des films qu'on n'aurait peut-être jamais fait. Alors, les compressions. Donc là, vous avez vu Le Mépris de Jean-Luc Godard, que j'ai compressé. Donc, j'ai commencé en 1995 à compresser des films que j'aimais. Alors, ça peut être des chefs-d'œuvre du cinéma, mais ça peut être des films moins connus. Et le principe, si vous voulez, c'est de prendre un film et de le compresser, de le réduire de 25 fois sa durée. Donc, grosso modo, un film d'1h30, on va arriver à peu près à 3 minutes et demie de film. Mais le principe de la compression, c'est que il ne manque pas un seul plan du film original. C'est-à-dire que si vous connaissez Le Mépris, vous allez remarquer qu'il ne manque rien. Vous pouvez suivre le film en entier. Voilà, c'est bon. Alors, pourquoi ce travail? C'est que j'avais constaté au début des années 90 que des cinéphiles, ça veut dire des gens, des spectateurs qui aiment le cinéma et qui connaissent très bien le cinéma, avaient de moins en moins une bonne connaissance de l'histoire du cinéma. C'était une nouvelle génération qui se trouvait devant une telle masse de films que ça devenait de plus en plus difficile d'avoir une vue globale de l'histoire du cinéma. Alors que je faisais partie d'une génération précédente où on avait une vue très précise de l'histoire du cinéma. Il y avait des revues de cinéma qui étaient très strictes là-dessus. Il y avait des ciné-clubs. Et vraiment, on connaissait vraiment l'histoire du cinéma, le cinéma muet, le cinéma muet soviétique, les avant-gardes des années 20, l'histoire de Hollywood, le néo-réalisme, après la nouvelle vague et toutes les nouvelles vagues dans le monde, etc., etc. Tout ça, on avait une vision claire de ça. Et je me suis aperçu que des personnes qui aimaient le cinéma, qui connaissaient le cinéma, n'avaient pas une vision claire de ça. Donc l'idée est partie de là. J'ai compressé, en fait, le premier film que j'ai compressé, c'était Alphaville de Godard, c'était en 1995. C'était pour célébrer le centenaire du cinéma, mais aussi le trentenaire de l'invention du Super 8. Et donc, c'était dans un festival de cinéma qui nous avait demandé à des cinéastes de faire un film qui rendait hommage au Super 8. Et donc, j'ai compressé Alphaville, parce qu'Alphaville a été tourné, réalisé en 1965, l'année où on avait inventé le Super 8. Et donc, j'ai fait cette première compression, et j'ai continué à en faire au fil des années. À ce jour, j'en ai fait à peu près une centaine. Alors, il y a des films d'Eisenstein, de Dreyer, de Fassbinder, de Howard Hawks, de beaucoup de cinéastes du monde entier. Et c'est un travail que je continue. Il y a Jacques Tati, Robert Bresson. Voilà, donc ce travail continue. Et j'ai même fait un film où j'ai compressé toute l'œuvre de Marilyn Monroe
enfin, en choisissant que les films où elle a un rôle principal, en excluant tous les films où elle a des rôles secondaires. Et là, ça fait un film en fait, elle a joué dans 15 films où elle a un rôle principal, en comptant un film à sketch qui est tourné, je crois, en 51 ou 52, où dans un sketch, elle a le rôle principal, et en comptant aussi son dernier film, qui est un film inachevé, qui a été tourné en 1961. Elle est morte pendant le tournage. Et en fait, en 2001, c'est-à-dire 40 ans après l'inachèvement de ce film, il y a une chaîne américaine de télévision qui a utilisé les rushs et qui en a fait un film avec les rushs qui existaient. Ils en ont fait un film de 36 minutes. J'ai la copie de ce film et j'ai même réduit ce film-là. Il fait partie de ce film. Alors ce film s'appelle Marilyn et on peut suivre toute la carrière de Marilyn où elle a des rôles principaux entre 1949 et 1961. Et j'ai refait la même chose avec Brigitte Bardot, mais là, je n'ai pas pris toute l'œuvre de Brigitte Bardot, j'ai pris que 20 longs métrages. Et donc, entre 1952 et 1970, donc j'ai choisi 20 films de Brigitte Bardot, dont Le Mépris, et donc avec des metteurs en scène très différents, des grands metteurs en scène, des metteurs en scène plus de série B, même de nanar. Et c'est un film qui s'appelle Bébé multiplié par 20. Voilà. C'était pour parler, mais on pourra revenir tout à l'heure si vous voulez parler de ces films. Je donne 2-3 informations sur ce qu'on a vu. Donc le film 24 Passions sur la Passion du Christ à Burzet, donc on a vu les 2 premières années, mais le film dure jusqu'en 2003, c'est-à-dire que je suis allé chaque année filmer ce Vendredi Saint. C'est une chronique. Donc c'est très particulier parce que c'est un film fait sur 24 ans, et en fait il n'y a eu que 24 jours de tournage. Et donc là, vous avez vu que les 2 premières années, mais là c'est très monté, si vous voulez. Il y a eu 3 mois de montage, c'est-à-dire que je tournais en moyenne 10 minutes, un quart d'heure, puis à chaque fois on choisissait 2 ou 3 minutes, et le film en entier fait à peu près 1h15. La particularité, c'est qu'en 2003, donc je pensais avoir terminé, et en fait, donc en 2004, j'ai été appelé à montrer le film à Aubenas, qui est la ville à côté de Burzet, dans le fin fond de l'Ardèche. À Aubenas, il y a un cinéma, donc on a montré le film. Donc je suis retourné là-bas, donc je me suis dit, je suis à Aubenas la veille du Vendredi Saint pour montrer le film. Je serai sur place, je vais quand même filmer. Et hop, et j'ai recommencé à filmer, et je continue à filmer. Alors peut-être que je vais faire, je sais pas, 50 passions un jour, je sais pas, mais donc je continue et j'irai bientôt dans une grosse quinzaine de jours. Le Vendredi Saint, je ne sais plus, mais c'est entre le 15 et 20 avril cette année. Donc, à travers l'univers, bon, vous avez vu le début, hein, donc c'est l'inventaire de toutes les rues et de toutes les places de Saint-Marcellin, qui est une petite ville donc entre Valence et Grenoble. Et en fait, c'est une ville où j'ai habité quand j'étais enfant. Et en fait, c'est une collection, j'appelle ça collection des villes d'habitation. C'est une collection où je fais des inventaires filmés dans des villes où j'ai habité. Et là, je suis en train de finir un travail qui m'a demandé 11 ans de tournage, mais bon, étalé, bon, pas tous les jours bien sûr, sur la ville de Lyon. Alors le problème de Lyon, c'est qu'il y a 1500 rues et 400 places et squares. Et donc ça fait en tout, il y a 9 arrondissements à Lyon, donc j'ai divisé ça par arrondissement, place, enfin rue et place, donc ça fait en fait 18 films. Et l'ensemble ça s'appelle Lyon, autopsie d'une grande ville, et ça dure 16 heures, l'ensemble des 18 films. Et puis oui, alors, Sang, sueur et heure noire à Bakou, en fait, j'ai réutilisé des images d'un film soviétique de 1931. Bakou, c'est en Azerbaïdjan, c'est un État indépendant depuis 1991, depuis la fin de l'URSS, mais avant ça faisait partie de l'URSS. Mais en 1917, disons, l'Azerbaïdjan s'est rallié à l'URSS naissante, mais il y a eu des combats très durs, parce que la population voulait absolument faire partie de l'URSS. D'ailleurs, c'est très amusant, c'est la même chose en Crimée aujourd'hui. Et en fait, donc, il y avait déjà le pétrole sur la table à ce moment-là. C'était un lieu où il y avait beaucoup de pétrole. C'était un des rares lieux dans le monde où il y avait du pétrole. Et donc, c'était tenu par les armées allemandes. Et il y a eu donc une bataille très dure entre les Soviétiques et les Allemands. Et ce sont les Soviétiques qui l'ont emporté. Et l'Azerbaïdjan a été rattaché à l'URSS. Ça faisait partie des 14 républiques du RSS. Voilà, donc... Et dans ce film qui relate, donc c'est un film historique qui relate les faits que je viens de vous raconter, il y avait une petite séquence qui était très courte
où il y avait des ouvriers qui ramassaient du pétrole, qui était vraiment, là c'est vraiment de la réalité, c'est du vrai pétrole, hein, et donc qui était très courte, et je l'ai repris, je l'ai retravaillé, je l'ai re-ralenti, donc avec une chanson de Léo Ferré, qui est une chanson très désabusée. Bon, ça, bon, on peut peut-être en parler tout à l'heure, mais enfin, on entre dans autre chose, mais ça m'intéressait de faire un comparatif entre cette chanson très désabusée de Léo Ferré, qui, quand il avait écrit cette chanson, il ne croyait plus en rien, et aussi avec la chute, enfin, le démantèlement de l'URSS, donc l'Azerbaïdjan est devenu après un État indépendant. Et puis alors, L'Homme Atlantique de Marguerite Duras, L'Homme Atlantique, c'est un des 15 films, même peut-être un peu plus. Marguerite Duras a tourné entre le milieu des années 60 et 1983 ou 4, entre 15-17 films, je crois. Et donc, son film le plus radical, c'est L'Homme Atlantique, en fait, qui est un film qui est fait c'est que de l'image noire, qui dure, je crois, 43 minutes. Et de temps en temps, il y a des plans très courts. En fait, ce sont des plans qu'elle a repris des chutes d'un film qu'elle avait fait juste avant, qui s'appelle Agatha et les lectures illimitées. Et c'est un film, en fait, donc c'est pratiquement que de l'image noire, et il y a une bande son, et c'est Marguerite Duras qui lit un texte qui s'appelle L'Homme Atlantique. Et donc c'est un film très fascinant, et donc j'avais à l'époque écrit un texte sur ce film. En fait, j'ai repris ce texte-là, donc avec des images noires, et donc c'est une façon un peu spéciale d'utilisation de l'écrit au cinéma, c'est-à-dire ce texte que j'avais écrit sur Marguerite Duras, il est repris entièrement dans ce film. Et le seul plan qu'on voit dans mon film, c'est pas un plan du film de Marguerite Duras, c'est vraiment un plan que j'avais tourné dans une commune qui est à 4 km au sud de Dieppe, dont j'ai plus le nom en tête, mais si vous prenez la carte Michelin, il y a une petite ville qui est juste à 4 km de Dieppe, au sud de Dieppe. Dégueulasse 6, donc c'est le final À bout de souffle de Godard. Alors c'est Elisa Point, donc, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui m'avait demandé de faire un clip avec cette chanson et avec le final d'À bout de souffle. Donc c'est elle au départ qui a eu l'idée de ce film. Et donc j'ai repris le final d'À bout de souffle, mais il est ralenti. Il y a toutes sortes de détails qu'on ne peut pas voir quand on voit le film, qu'on connaît le film. Il y a plein de détails qu'on ne peut pas voir parce que là l'image elle est ralentie presque de moitié, et donc c'est une autre vision du film de Godard. Le Ciné-Club universitaire de Dijon, donc là on en a vu une dizaine de minutes, c'est un film qui doit faire à peine 35 minutes. Donc là, alors j'ai parlé tout à l'heure des carnets filmés, c'est un épisode des carnets filmés. C'est un travail que je fais parallèlement à mes autres films depuis que je fais du cinéma. Et voilà, donc j'ai consacré un épisode entier à cette... en fait, c'est une émission de radio qui s'appelle... Alors, à l'époque, c'était Radio Dijon. En fait, c'était France Inter qui était... alors, je ne sais pas si c'était tous les jours ou une fois par semaine. Il y avait un décrochage régional dans plusieurs villes où il y avait une émission qui durait 1 heure. Et donc, Muriel Mézières avait consacré 35 minutes au renouveau du ciné-club universitaire. Ça paraît très surprenant à l'époque parce que moi, j'écoutais pas Radio Dijon, donc je ne sais pas trop exactement ce qui était diffusé, mais proposer 35 minutes au ciné-club universitaire, qui était vraiment extrêmement minoritaire dans la diffusion du cinéma à Dijon, c'était bon. Je pense qu'il y avait dû y avoir à un moment donné comme ça des ordres en disant oui, ouvrez-vous un petit peu, voilà. J'imagine parce que avec le recul, je m'aperçois quand même que c'est assez surprenant. Parce qu'à l'époque, en 1976, il n'existait pas les radios libres. Les radios libres ont existé qu'à partir de 1981. Alors, il y a eu quelques radios libres qui étaient clandestines à partir de la fin des années 70, mais en 1976, il n'existait aucune radio libre en 1976. Hein. Donc, voilà. C'était la première émission de radio que j'ai fait de ma vie aussi. Hein. Voilà, alors maintenant un peu à vous de parler, peut-être. Oui, vous êtes filmé d'ailleurs. Peut-être que ça fera partie des carnets. Hein. Donc je ne sais pas si vous avez des questions au niveau, par exemple, technique même, vous pouvez les poser aussi. Ah oui, je suis là pour ça. Hein, sur le contenu, mais aussi la manière. Bon, c'était difficile de faire un choix sur 600 heures de film.
Là, il y a, je crois en tout, je crois qu'en fait, il y a 1h39 minutes de film. On pourrait faire toutes sortes, plein d'autres choix qui pourraient être complètement différents, mais bon. Alors, moi, je vais lancer une question technique, justement. Comment tu as réalisé, par exemple, l'impossible retour? Ah oui, alors l'impossible retour, tourné à Saint-Marcelin, donc cette ville où j'ai vécu mon enfance, avant d'habiter à Dijon, parce que je suis arrivé à Dijon à l'âge de 9 ans. Donc en fait, donc c'est un peu, bon, vous avez vu, c'est un plan séquence, il n'y a pas la moindre coupure pendant à peu près, je ne sais plus si c'est un quart d'heure ou 17 minutes. En fait, j'ai commencé, le plan, il commence à la fin, cette partie de campagne, et puis après, donc, on passe sous les marronniers, on va dans le centre-ville jusqu'au kiosque à musique. Alors déjà, j'ai inversé l'image, je fais commencer le début, je le fais commencer à la fin, donc c'est pour ça que vous voyez les personnes que vous voyez dans le film marchent à reculons, parce que tout est à l'envers. Les voitures que vous voyez passer marchent à reculons. Bon, première chose. Deuxième chose, j'ai transformé l'image en négatif. C'est-à-dire que tout le film est en négatif. Vous avez si vous faites de la vidéo, si vous avez un logiciel de montage, je pense que sur n'importe quel logiciel de montage, vous avez une fonction qui vous permet de mettre les images en négatif. Donc j'ai fait plusieurs films en images négatives, et donc ça donne des résultats très surprenants, presque psychédéliques. Y compris sur téléphone portable. Oui, alors j'ai fait alors, à l'intérieur des carnets filmés, j'ai fait en 2007-2008 en fait une décalogie, donc 10 films avec téléphone portable. C'était dans le cadre du festival Pocket Film qui était organisé par le Forum des Images, qui m'avait prêté un téléphone portable de marque Nokia. Et ces téléphones n'existent plus aujourd'hui, on ne peut plus faire ces images-là. Donc il m'a prêté cet appareil pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, j'ai tourné mes carnets filmés avec ce téléphone portable. Et en fait, donc ces 10 films en tout font presque 10 heures. Donc il y a un épisode le plus court doit faire à peu près une demi-heure. C'est un épisode à Marseille. Et l'épisode le plus long qui se passe à Paris, qui s'appelle La ville des fantômes, doit faire à peu près 2 heures. Et donc tous ces films sont en négatif aussi. Et mais là, j'ai beaucoup travaillé par exemple sur les contrastes, sur les couleurs. Et c'est encore très différent de ce que vous avez vu là. Parce que ce que vous avez vu là, ce n'est pas avec téléphone portable, c'est avec une caméra vidéo normale, en mini DV. Bon, voilà. Vous avez des questions? Oui, allez-y. Le bruit de pas qu'on entend du début à la fin, donc qui est un peu hypnotique, c'est un bruit de pas que j'ai pris, c'est dans la partie vers la fin, quand on marche où il y a les arbres là. Donc il y a une partie qui doit faire 100 mètres, où c'est pas de la terre battue, c'est du gravier. Donc c'est ce bruit-là que j'ai utilisé après en boucle pendant tout le film. Voilà. Je vous donne la parole. Pourquoi le choix du négatif et la séquence inversée pour l'impossible retour? Oui, bah, moi j'aime bien la science-fiction. Fantastique. Fantastique, disons. Comme ça raconte un rêve, bon, voilà, ça me semblait cohérent. Voilà. Alors si je l'avais laissé en positif, ça serait très différent. C'est le jeu des spectres, hein, des fantômes du passé aussi, hein, tout simplement. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de voir des images en négatif. Bon, donnez-moi votre point de vue. Est-ce que vous trouvez ça supportable, intéressant, pas intéressant? Je ne sais pas. C'est un truc qu'on peut faire avec Movie Maker, le côté négatif justement. Donc est-ce qu'il y a vraiment une recherche, je vais vous demander dans cet ordre-là, de l'effet facile, avec lequel on peut biduler facilement, parce qu'on peut rendre un effet onirique avec une image super léchée, des effets super aujourd'hui recherchés, travaillés. La question c'est est-ce que ça vous intéresse ce côté justement faire avec les moyens du bord entre guillemets, les moyens techniques très
Votre question est intéressante parce que c'est un moyen technique simple aujourd'hui, mais qui était encore il y a quelques années extrêmement difficile et extrêmement coûteux. Il n'existe pas de film en négatif en pellicule parce que c'est une opération de laboratoire qui coûtait très cher. Et dans des films, des fois, il y a des petites parties comme ça de négatifs, mais c'est en général très court. Donc c'était quelque chose de très compliqué et de très coûteux. Alors maintenant, c'est devenu facile et gratuit, je dirais. Mais ça change rien. Ce qui est important, c'est est-ce que l'effet fonctionne ou pas. Qu'il ait coûté très très cher ou qu'il ait coûté rien du tout, l'important c'est, voilà, est-ce que ça fonctionne ou pas. Après... Il y a un côté intéressant aussi, même dans le fait de récupérer la pellicule, Vous parlez de quel film là? Je mets en parallèle le film, je me souviens plus du titre, qui était avec la pellicule que vous avez... Les Malheurs de Raoul Walsh. Ah oui, oui. Ça, j'en ai pas parlé là, oui, oui. Parce que, il y a un jeu comme ça sur les moyens, justement. Alors. Mais dans toute l'histoire du cinéma expérimental, peut-être revenir oui. Au début du remploi et du fan footage, donc cette technique oui. de... Là, par exemple, là, Les Malheurs de Raoul Walsh, bon, là, on a vu le début, ça doit être un film qui fait 10 minutes. De toute ma filmographie, c'est le seul film que j'ai fait qui traite de cette question-là, de l'usure de la pellicule. Donc, j'ai eu l'occasion de... Parce que là, j'ai oublié de parler de ce film. Donc, déjà, Raoul Walsh, ça fait partie des plus grands metteurs en scène de l'histoire de Hollywood. D'une part, c'est un très grand metteur en scène qui a fait énormément de films. Il a fait... on ne sait même pas exactement le nombre de longs métrages qu'il a fait, parce qu'il en a fait énormément dans le muet, mais il en a fait peut-être 200 ou 300. Bon, et de très très grands films avec les plus grandes stars. Et donc là, je suis tombé sur une copie d'un de ses premiers longs métrages qui s'appelle, alors je prononce en français, Régénération, qui est un film de 1913. Et donc la copie qui a été éditée par Backfilm, qui est un éditeur de DVD qui est assez connu, et qui souvent édite des très vieux films, des films du cinéma muet. Donc là, je suis tombé sur une copie absolument incroyable. J'ai jamais eu à ma possession une copie aussi abîmée. Alors, je ne sais pas si c'est la seule copie, enfin, si c'est la meilleure copie qui existe de ce film au monde, je l'ignore, mais en tout cas, la copie qui était vendue dans le commerce, donc c'était que il y a beaucoup d'images comme ça qui sont complètement bouffées, mangées par l'acide, par le temps. Et donc voilà, ça m'intéressait de montrer ça, de montrer le film en train de disparaître, de pourrir, de disparaître. Et voilà, donc j'ai fait ça une fois dans ma vie. Je suis tombé sur ce film-là, je me suis dit, il faut en faire quelque chose. J'ai regardé le film en entier, parce que j'avais acheté le DVD pour le regarder, et puis donc j'ai commencé à avoir des idées, je me suis dit, il faut faire quelque chose autour de ça. Et puis voilà, c'est parti comme ça, et j'ai décidé de choisir à l'intérieur de ce film que les parties qui étaient très abîmées, très détériorées. Et donc ça représentait peut-être, je ne sais pas, 3-4 minutes, ou 5 minutes, exactement, je ne sais plus. Et après, j'ai retravaillé, j'ai re-ralenti pour qu'on voit encore mieux les effets. Et voilà, c'était voilà, une recherche parmi des centaines d'autres que j'ai explorées dans le cinéma. Et j'ai fait par exemple un long métrage qu'en image fixe, c'est-à-dire Les Aventures d'Éditeur Lay. C'est un film que j'ai fini en 1987, qui est un film de science-fiction. Et en fait, ce sont que des images fixes. Ce n'est pas des plans fixes, hein, ce sont des images. Ce ne sont pas des photos, en fait, ce sont des photogrammes. Il y a d'abord eu un tournage, et à partir de la pellicule, j'ai saisi des photogrammes que j'ai refilmés, et c'est un film d'1h30 qui est fait que d'images fixes. Et il y a une voix off avec le personnage principal qui raconte son aventure, c'est un film de science-fiction, qui raconte son aventure dans un monde robotisé. Voilà, donc j'ai fait un film qu'avec des images fixes, par exemple. Donc j'ai fait des films en images négatives. J'ai fait des films, par exemple, image par image. Tout le film est entièrement image par image. J'ai fait un long métrage qui s'appelle À propos de la Grèce, dont on a vu un petit extrait d'1 minute, qui est fait que presque tout le film est un refilmage. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier tournage, et après on a refilmé l'image sur un écran, et qui donne une texture très particulière, qui est très plastique. Et donc j'ai fait toutes sortes de recherches dans le cinéma. J'ai fait des films, par exemple, des longs métrages en un seul plan. En un seul plan. Par exemple,
Le premier que j'avais fait, que j'ai fait en 2006, c'était un film d'1 heure et 2 minutes qui s'appelle, c'est un film sur Marseille, la montée vers la Notre-Dame de la Garde et la descente vers le vieux port de Marseille. En fait, c'est toute la montée à pied avec la caméra à la main jusqu'à la basilique. J'entre dans la basilique. Après, il y a toute la vue panoramique sur tout Marseille, sur la mer, sur tous les environs, et je redescends. Et là, j'ai fait un film en un seul plan, et en fait, qui montre tout Marseille. Donc, j'ai essayé de faire des recherches tout azimut. Et là, bon, je vous ai montré tout à l'heure des cinématons, 5 cinématons, mais il existe aussi beaucoup d'autres séries portraits de groupe, séries couple, séries lire, où je demande à des écrivains, par exemple, de lire pendant 3 minutes et demie le début de leur dernier livre publié. Il y a une série qui s'appelle De ma chambre d'hôtel, où dans toutes les chambres d'hôtel où je vais, je filme pendant 3 minutes et demie ce que je vois de la chambre d'hôtel, en une vingtaine de plans, etc. etc. Donc, donc c'était quelques petits échantillons, je vous ai montré. D'autres questions? Là, directement? Oui? Ça va bientôt changer. Pour les cinématons, la préparation, c'est spontané ou vous dites dans 10 minutes on fait ça ou... Ah, alors il y a tous les cas de figure. Il y a des personnes à qui je le propose, qui me disent oh, on le fait tout de suite. Et puis il y a des personnes qui me disent oh là là, faut que je réfléchisse. Oh là là, non, là je suis pas capable de le faire maintenant. Et des fois la réflexion est très très longue. Et des fois ça prend des semaines, des mois, des années. Et même l'exemple de Jean-Paul Fargier, à qui je l'ai proposé en 1981 de faire son cinématon. Il m'a dit « ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, mais il faut que je réfléchisse. Et je te préviendrai quand j'aurai une idée. » Bon. Et je le croisais une fois ou deux par an. On se croisait à des projections. À chaque fois, je lui disais « est-ce que tu es prêt ?» Il me disait « pas encore, mais je n'oublie pas. Et le jour où je suis prêt, je te préviens. » Et en 1991, on s'est croisés d'ailleurs. C'était un mariage d'un ami. Il vient vers moi et me dit « j'ai mon idée, on tourne quand tu veux. » Et on a dû tourner le lendemain ou le surlendemain. Et en fait, il a eu raison d'attendre, parce que son cinématon, et en fait, disons, sa réflexion l'a poussé à faire un cinématon où il montre toute sa vie et tout son passé. C'est-à-dire je l'ai filmé dans un lieu déjà absolument incroyable, dans sa cave, à Paris. Déjà, souvent, on n'a pas de cave quand on habite à Paris. Lui, il avait une cave voûtée, magnifique. Et pendant son cinématon, il boit du vin, qui est son vin, parce qu'il a une propriété dans le Gard, où il a son propre vin. Et en 1981, quand je lui avais proposé son cinématon, il n'avait pas de propriété dans le Gard. C'était une propriété qui était à son père. Entre-temps, son père était mort. Il avait repris la suite de son père. Il faisait son propre vin. Et donc, dans son cinématon, quand il boit son propre vin, en même temps, c'est un hommage à son père. Il y a tout dans son cinématon. Et donc, dans ce cas précis, c'était très important pour lui de faire son cinématon avec beaucoup de recul. Par contre, il y a d'autres personnes qui me disent surtout, je veux le faire le plus vite possible parce que je n'ai pas envie d'y penser tout le temps sans arrêt, d'avoir des idées qui changent tous les jours. On le fait le plus vite possible. Donc ça dépend tout à fait des personnes que je rencontre. Alors cela dit, quand je suis par exemple en voyage dans des lieux lointains, dans des festivals de cinéma ou ailleurs, bon là c'est différent. J'ai l'occasion de rencontrer des personnalités artistiques. La caméra, il faut changer de cassette. Je vérifie. Alors là, il y a un peu de suspense, vous allez voir comment ça se passe. C'est très dur. Hein. Ils ont récemment rendu les... C'est beaucoup plus difficile à ouvrir maintenant. Ah, on y arrive. Donc les cassettes mini-DV, ça existe depuis une grosse quinzaine d'années, mais depuis une grosse quinzaine d'années, c'est toujours très difficile à ouvrir. Il y a du suspense. Hein. Ah, enfin quand même. Alors
Alors là, je mérite de boire un peu. Voilà. Une fois les questions. Alors la question, c'était la... Quelle était la question? La dernière. Quelle était la dernière question? C'était pour les cinématons, est-ce que c'était spontané ou pas? Oui, bah, donc là, j'ai répondu... bon, ce qu'il faut savoir, hein, vous avez bien compris que le principe du cinématon, chaque personne est libre de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire, tout ce que va faire une personne, tout ce que vous allez voir sur l'écran, c'est elle qui l'a décidé de A à Z. Je me refuse à intervenir. Dans la série Cinématon, même si la personne me demande mon avis, je refuse. C'est-à-dire que quelquefois, il y a des futurs cinématonnés qui me disent « mais je ne sais pas quoi faire ». Je leur dis « c'est ton problème, le principe du cinématon, c'est que tout ce que tu vas faire dépend de toi. En aucun cas, je veux m'immiscer dans ce que tu vas faire. C'est-à-dire je me refuse. C'est primordial que tout ce qu'on voit à l'écran, les 100% de ce qu'on voit à l'écran, c'est la personne qui est responsable de son cinématon. Voilà. Donc Noël Godin, son petit déjeuner à la machette, évidemment, c'est lui qui l'a imaginé. Oui. En fait, l'improvisation, c'est pas forcément une convention du cinématon, pas comme le plan fixe et le fait que ça soit vu. Parce que qu'est-ce qu'on met sous le mot improvisation, hein? Alors, il y en a qui ont une idée, bon, il y en a d'autres qui n'ont pas d'idée. Ça dépend, il y a tous les cas de figure intermédiaires aussi. Il y a des personnes qui ont prévu de ne rien faire, puis d'autres qui ont prévu de faire plein de choses. On peut s'amuser à classifier les comportements des cinématonnés, bien entendu. Mais je dirais que pour chaque personne filmée, il y a un comportement différent, et c'est ça qui est intéressant. Si ce n'était pas le cas, je pense que j'aurais arrêté il y a longtemps les cinématons, mais ce qui m'amuse, c'est que chaque fois que je fais un cinématon, c'est quelque chose de nouveau. Et bon, alors la seule chose qui a changé depuis le début, c'est que maintenant, les personnes que je filme, très souvent, ont vu des cinématons, ils savent ce que c'est. S'ils n'en ont pas vu, ils en ont souvent entendu parler. Donc c'est un peu différent des premiers cinématons, parce que les premiers, ils n'en avaient pas vu. Ils ne savaient même pas si ça serait un jour projeté, en se disant, bon, voilà, on lui fait plaisir, on accepte d'être filmé, mais bon, on ne sait pas. Alors qu'aujourd'hui, bon, c'est différent. Cela dit, il m'arrive d'aller dans des lieux un peu perdus, dans des pays lointains où, par exemple, les gens ne connaissent pas les cinématons. Donc je me retrouve dans la même situation que quand j'étais à l'occasion de mes premiers cinématons. Moi, je ne crois pas du tout à l'improvisation. C'est-à-dire que quand on dit improviser, il faut avoir un thème précis. C'est comme dans la musique. Et quand on parle d'improvisation, il y a des bases, et puis à partir de ces bases, on brode tout autour, quoi. D'autres questions? Peut-être. Oui. Et vous les autorisez à refaire plusieurs fois leur cinématon ou Ah non, non, il n'y a qu'une seule prise. Hein. Une seule prise ou la mort. Ah non, non, c'est ça, c'est très important. Jusqu'en 2006, c'était tourné sur format pellicule, donc la pellicule coûtait très cher. Il était évident dès le départ que ça serait toujours qu'une seule prise. Bon, maintenant, évidemment, je tourne en vidéo, donc je préfère plusieurs prises. Mais non, le principe, justement, c'est un jeu. Et donc, c'est très important, c'est toujours qu'une seule prise. Sauf s'il y a eu un accident, je ne sais pas, que la caméra tombe au moment du tournage. C'est arrivé une fois sur 1000. Enfin bon, ça n'arrive quasiment jamais, quoi. D'autres questions encore? Vous avez envie d'échanger? Sinon, on passera du coup à l'analyse d'Estelle, puisque Estelle est en Master 1 et est en train de travailler, va finaliser son mémoire sur Gérard Courant, en tout cas sur le thème du portrait chez Gérard Courant, son mémoire de recherche. Et donc, elle nous a préparé un petit ensemble qui concerne justement une petite analyse, voilà, avec un temps qui nous est compté maintenant, oui, sur Gérard. Voilà. Je vais abréger un petit peu. Je vais synthétiser. Mais on peut dépasser de 5 minutes. Hein. Oui, mais ça serait quand même un peu plus long. Non, il ne faut pas abréger. Je vais synthétiser un peu. Non, mais après, on n'a plus l'amphi, je crois. Donc, le travail de Gérard Courant, en tout cas pour moi, il se compose à la fois d'une dimension photographique et d'une dimension cinématographique. Effectivement, en vue de cette fin, il utilise en tout cas à ses débuts,
comme il a pu nous le montrer et nous en parler, la technique du collage, notamment dans Marilyn, Guy Lux et les Nonnes, donc un film de 1976. Attention. La photographie donc, devient objet totalitaire du film. C'est le cas donc, dans son film Un sanglant symbole, donc, de 1979, où 160 photographies sont filmées donc, à des durées variables. D'autres de ces films sont réalisés donc, à partir de ce procédé. Il décompose, ou plutôt il compose le film, image par image. Ce procédé tente de montrer que le cinéma n'est autre finalement que le prolongement de la photographie. Le cinéma se compose d'une succession de photographies, en tout cas d'images. Toutefois, Gérard n'appréhende pas le cinéma comme la pure transfiguration, là encore une fois, ce que j'ai pu ressentir, du médium de la photographie à celui du cinéma. Il n'utilise pas la photographie comme objet en tant que tel, il s'agit plutôt d'une interprétation du modèle, et plus particulièrement de la mise en scène d'un modèle unique, notamment dans son film donc, Cœur bleu avec Gina Lola Benzina, donc un film de 1980. Effectivement, dans ce film, on peut voir Gina Lola Benzina qui évolue dans un paysage montagneux. Il n'y a pas d'action, mais de simples situations qui sont créées par les déplacements de la jeune femme et ainsi créer un véritable portrait intimiste qui va s'inscrire dans cette nature vivante, donc le paysage. Très vite, il va être très difficile de faire la différence entre paysage et portrait, en tout cas visage. Gérard Courant va ainsi filmer les visages comme des paysages et des paysages comme des portraits. Lorsque la caméra s'échappe du visage, c'est toujours pour mieux y revenir et en tout cas pour mieux capturer toutes les émotions. Les émotions qui vont rythmer les plans et les films. En tout cas, l'émotion apportée par le visage, elle prime toujours sur tout le reste du film. C'est d'autant plus visible... Voilà, c'est de cet intérêt pour l'émotion qu'est la série donc, Cinématon, qui va commencer donc, en 1978. On va y retrouver cette relation forte avec la photographie. Cela, bon, ça relève effectivement d'une évidence que Cinématon, c'est en quelque sorte une transposition de la photo d'identité en un cinéma d'identité. C'est ce rapport à la photographie qui s'apparente au cinéma des origines. Par exemple, les premiers films des Frères Lumière sont des plans comme ça, séquences fixes, d'une cinquantaine de secondes, notamment le repas de bébé, et on retrouve en tout cas cette atmosphère et cette envie de faire comme les Lumières dans les cinématons. Chaque identité se révèle être le témoin d'une époque et des personnalités en tout cas artistiques de notre temps. L'idée de départ donc, des cinématons, comme nous l'a très bien expliqué Gérard, c'était de conserver donc, une trace cinématographique d'artistes au départ que connaissait Gérard Courant. Mais c'est surtout le résultat d'un constat assez alarmant. En effet, Gérard Courant s'était aperçu que nombre de talents, dont certains très célèbres, qui avaient en tout cas dans la première partie du XIXe siècle, et donc par conséquent qui étaient contemporains au cinéma, n'avaient pas été filmés ou alors trop peu. Donc finalement, à l'instar de Fragonard et de ses figures de fantaisie, ou de Nadar et de ses portraits, le cinéma ne possédait pas sa propre collection de portraits. La problématique de mémoire semble être au cœur même du projet Cinématon. En effet, c'est une manne de cette gigantesque mémoire, qui n'est autre finalement que la nôtre, une dimension très sociologique proche du documentaire. L'action nous est présentée comme si la caméra n'était pas là. Les images sont brutes, elles sont prises sur le vif. Ils portent donc en mémoire des personnalités reconnues du milieu de l'art, comme par exemple Jean-Luc Godard, mais aussi celles de parfaits inconnus, créant ainsi une véritable mémoire historique, incluant ainsi finalement les belles archives du temps qui passe. La question de la définition même de personnes connues et reconnues reste complexe et le cinématon ne cherche en aucun cas à le résoudre, puisqu'en effet, dans l'essence même du cinématon, seul le visage a une importance et peu importe finalement si ce visage appartient à une personne recevant quelconque notoriété. La mémoire est collective, figeant des visages dans les archives du temps. Et c'est dans cette particularité finalement d'expérience temporelle que s'insère le cinématon, une expérience nouvelle dans le domaine du cinéma. Dans cette démarche de combiner mémoire et expérience, Gérard Courant se rapproche étroitement des arts plastiques et en particulier du peintre franco-polonais Roman Opalka. Effectivement, même si l'appréhension au temps n'est pas abordée de la même manière par Gérard Courant,
l'irrémédiable écoulement du temps est sensiblement le même. C'est dans le courant de l'année 1965 qu'Obalka décide de capter le temps, de saisir en tout cas l'instant de sa propre existence humaine, d'inscrire une trace d'un temps invisible et irréversible. L'ultime échappatoire n'est autre que la fin de l'œuvre, mais aussi sa propre fin. C'est en quoi le cinématon, mais très largement le cinéma de Gérard Courant, renoue avec cette vocation première et originelle du cinématographe, celle de rendre par le mouvement une forme d'expression, mais surtout d'émotion. Et c'est cette possibilité de conserver la trace d'une existence. Mais la plasticité de l'œuvre de Gérard Courant, elle se matérialise aussi par l'approche même qu'il fait donc du cinéma. Comme chez Armand, finalement, c'est l'accumulation qui fait œuvre, c'est l'ensemble de plusieurs cinématons, on l'a très bien vu là avec les 5, qui fait sens à l'œuvre du cinéaste en produisant justement cet effet cinématonique. Donc Courant, tout comme Armand, recherche une forme de pérennité, pérennité de l'art, pérennité des objets pour l'un, pérennité d'une mémoire, du monde artistique pour l'autre. De cette idée que sans conservation, tout se perd, mais surtout, tout s'oublie. Et ce n'est pas pour tomber dans l'oubli des mémoires que le cinématon capture sans relâche les visages donc, de ces personnes constituant la scène artistique. Essayant tant bien que mal de saisir un moment de vie du sujet, et c'est en cela aussi que le cinématon se rapproche, en tout cas à mon sens, du cinéma d'amateur, au sens du cinéma familial. Les cinématons nous livrent des grimaces, des sourires gênés, crispés, et l'acteur ne semble pas s'adresser au spectateur, mais à la caméra elle-même. Par extension, donc au cinéaste qui est derrière cette caméra. Et tout comme dans les projections familiales, le spectateur est aussi dans la salle. Et c'est en cela, encore une fois, que l'œuvre de Gérard Courant s'insère dans ce mouvement des arts plastiques, en créant une expérience à chaque projection, tel un happening, telle une performance. Le cinématon a pour but de supprimer toute frontière entre la vie et l'art. Dans l'art contemporain, le mouvement Fluxus est sans doute celui qui va le plus exploiter et même le mettre en avant, ce nouveau mode d'interprétation et de démonstration de l'art, en produisant un art de la distraction, un art où les spectateurs sont un élément en part entière de la performance artistique. Ainsi, on abolit cette idée d'un art de voir, d'un art vu, pour acquérir plutôt l'idée d'un art qui vit et d'un art qui s'exprime. Vous entendez un peu parler lors de la projection des cinématons, et en tout cas, ça prouve bien ça fait parler, et il y a cette interaction autour. Gérard Courant, lors des projections de cinématons, justement, recherche cette interaction entre ce qui est projeté et le spectateur. Ce dernier est libre, en tout cas, d'intervenir, de s'exprimer librement sur ce qu'il est en train de voir. Donc là aussi, on a ce retour notable à la genèse du cinématographe, où lors des projections de films en muet, le public participait à la projection, que ce soit par des réactions verbales ou gestuelles. Et c'est dans cette atmosphère mêlant réalité cinématographique et réalité imaginaire du spectateur que se comprend, à mon sens, dans son intégralité le cinématon, puisque la mise en scène ne se trouve donc pas dans l'objet filmique, mais dans l'espace de projection, où une relation directe avec le public s'installe. C'est donc une véritable mise en abîme du cinéma qui s'opère lors des projections, où chacun est libre de faire son propre cinéma, de réaliser, en tout cas d'imaginer sa propre mise en scène. Voilà, c'était... bravo, hein. Quelle ponctualité. J'ai découvert plein de choses. Tous les cinématons sont sur YouTube. Hein. Si jamais vous voulez voir le cinématon de telle ou telle personne, vous mettez le nom de la personne sur YouTube avec cinématon et donc vous pourrez le voir, quoi. Et puis aussi plein d'autres films. Hein. Il y a tous les films dont on a parlé. Cœur bleu, je ne sais plus. Ces films-là, vous pouvez les voir sur YouTube. Ça, c'est, sur votre site internet aussi. Sur mon site internet, il y a des cinématons seulement. Ah oui, c'est vrai, il y a des fiches techniques de chaque film. Oui, alors sur le site, il y a des fiches techniques complètes pour chaque film, fiches techniques, artistiques, résumés, critiques, voilà. Donc oui, par rapport au film que vous avez vu, si vous voulez avoir des compléments d'information, par exemple, je pense à Montreuil, mon œil, sur mon site, par exemple, il y a une interview que j'avais donnée pour Mediapart à l'époque, justement, sur
sur ce que j'ai, Tu sur la le genèse projet, du en tout film, voilà comment s'est passé ce film. C'était voilà, c'était bon, intéressant. Je crois qu'il y est toujours hein, l'entretien. Je crois je pense qu'ils ont je crois qu'ils l'ont laissé. C'était un entretien de 2009, hein, de l'époque du film. Donc pour chaque film que vous avez vu là, vous pouvez avoir des informations complémentaires sur mon site. Hein. Donc à propos de la Grèce, il y a plein de textes. Complémentaire. Ouais, Voilà, des donc articles. je sais pas. Enfin, Très bien. Donc on va finaliser. Un mot de fin, peut-être. ah non, mais essayer de créer un ciné-club universitaire, voilà. Il n'y a que ça. à Il y a- faire, il y a- en plus, là, il y avait une salle, il y a un projecteur. Voilà, on peut. Le vous pouvez- matériel n'est pas exceptionnel à l'université, mais on peut toujours trouver les moyens, effectivement, voilà, en poussant un peu l'université. Voilà, Alors, par des il y a une demandes. chose je voulais dire aussi, c'est que quand j'allais au ciné-club universitaire, avant que ce soit moi qui m'en occupe, j'avais rencontré un type qui était aussi en fac de droit et qui m'avait dit « Ouais, mais moi, je veux faire du cinéma ». Ce type-là, après, je ne l'ai plus vu. Puis un jour, en 1978, je l'ai rencontré dans un festival. Il était scénariste d'un film. Puis là, après, il a fait des longs métrages. Il s'appelle Alain Jérôme Boivin. Il a fait 5-6 longs métrages. Voilà. Donc, qui est, voilà, à la fac de Dijon. Donc, il y a des. La fac de Dijon, Oui, il y avait peut il y a des cinéastes qui en sont sortis. Il y a même des ministres aussi. Oui, oui. Et même un chef d'État, alors je ne sais plus lequel, d'un pays, je crois africain, qui a fait des études à Dijon. Oui. Bonne université. Voilà. Ah oui, alors j'ai vu qu'il n'y avait que 13 000 étudiants en fait. Je me suis trompé à l'époque parce qu'au moment où on en parle, là, puis on voit un article. Et maintenant c'est 30 000, c'est ça? Ben, je crois. C'est 30 000 étudiants à Dijon? Je crois qu'il y a 30 000 étudiants. Ouais. Donc, oui. Bien, bah merci. Merci en tout cas d'être C'était un plaisir. Et puis, d'être donc, venu, d'avoir montré et proposé donc, bah voilà, ton œuvre à ces étudiants qui ne l'auraient pas connue certainement. Et puis donc, alors même. Estelle Pajot donc continue donc son travail Oui, qui doit être prêt pour le mois de. le mois de. Fin mai, début juin. D'accord. Voilà, c'est-à-dire bientôt. Voilà, c'est ça. À lire prochainement. Et donc, comment moi j'aurais accès à. Comment je pourrais Et avoir le texte? j'enverrai un exemplaire. Ah d'accord. Bien sûr. Voilà. Très bien, non mais. Bah, merci à vous en tout cas. Merci à tous ceux qui ont pu rester, en tout cas, qui n'avaient pas de cours parallèlement. Et donc on se retrouve évidemment la semaine suivante. Voilà, merci. Merci et bonne chance, bonne continuation. Voilà, et n'hésitez pas à recontacter, vous pouvez aller sur le site de Gérard France si ça vous intéresse. Voilà, Très bien, c'est on a parfait. tenu C'est parfait. le temps. On a été vraiment pile. Et je pense que tu as pu dire, bon évidemment, Ah, non, non, on pas- pourrait, en bien sûr. parler des Oui, heures bien et des sûr. heures, mais